je vais enchaîner. Alors, donc, je me présente, David Mercier, Andis Granta, avec Julien Barnerias d'ADDL et Adam de ADDL également. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Julien. Alors, aujourd'hui, le sujet de ce séminaire en ligne, c'est la modélisation multi-échelle des matériaux hybrides. Donc, on va présenter tout d'abord les entreprises Ansys, Granta, DDL en un ou deux slides pour vous mettre un petit peu le contexte de cette présentation. On abordera la question des matériaux hybrides dans les outils Selector et Dupac. On fera alors un sondage pour recueillir des informations vous concernant sur l'utilisation de ces logiciels ou dans quel cadre vous faites vos recherches ou vos enseignements avec les composites. Et puis, on prendra un cas d'étude dans le cas d'une matrice métallique nickel carbure de silicium pour avoir un exemple à utiliser dans une approche analytique ou numérique selon les outils utilisés avec Granta et Ansys. Et on finira par une conclusion et un autre sondage avant de passer au temps des questions. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, Granta Design, c'est une entreprise qui est issue à la base de l'université de Cambridge, donc du travail des professeurs Mike Ashby et Dave Sebon. De Granta Design est né plusieurs logiciels, dont les logiciels Granta Edupac et Granta Selector. Et suite à plusieurs collaborations, il y a eu l'acquisition par Ansys en 2019, donc de Granta Design. Et donc maintenant, nous faisons partie de cette grande famille de la simulation multiphysique et dans différents champs d'ingénierie. Depuis, donc, comme je l'ai dit, 2019. Depuis cette année, nous collaborons, donc slide suivant, s'il te plaît, Julien. Depuis 2019, Ansys et ADDL collaborent sur le plan académique. ADDL est un distributeur basé à Paris pour le territoire français. Il est composé d'une quinzaine de personnes et travaille sur les outils Ansys depuis 1993. Oui, et depuis voilà, donc depuis 2 ans, ADDL fait le support auprès des académiques et tout ce qui est formation, tout ce qui est distribution du logiciel, etc. Et sur l'ensemble des logiciels Ansys, à savoir Fluent, Mechanical, Workbench, Discovery, etc. Et donc depuis peu, les outils Granta Design, à savoir Edupac et Selector. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, je vais commencer cette présentation en présentant le contexte. Donc, les matériaux hybrides, c'est en fait une grande famille de matériaux composés à la fois des matériaux composites et architecturés. Donc, vous avez des schémas assez bien connus qu'on peut retrouver dans les livres de Mike Ashby, à savoir à gauche, vous avez la répartition des différentes familles d'hybrides avec les bases céramiques, métalliques, polymères, élastomères et les verres, avec dedans à chaque fois des compositions qui vont différer quelque peu, et puis surtout des architectures comme des panneaux sandwich, des panneaux structurels, cellulaires, segmentés, etc. Vous avez une classification des matériaux composites architecturés dans le diagramme en haut à droite avec des exemples imagés ci-dessous. C'est souvent donc des matériaux qui vont être décrits selon la nature des matériaux employés, donc la matrice et les renforcements, la fraction volumique des deux composants, des deux constituants, la configuration, est-ce qu'on a une dispersion homogène, une dispersion aléatoire, est-ce que la distribution des tailles de particules est homogène, etc. Ou alors dans un matériau architecturé, on va parler de la connectivité entre cellules, etc. Donc ça, ce sont des attributs que l'on va utiliser pour qualifier ces matériaux hybrides et composites. Voilà, donc maintenant que j'ai posé les bases de ce que c'est que des matériaux hybrides, je vais passer au slide suivant, s'il te plaît, Julien. Et vous faire tout simplement vous donner quelques exemples de où est-ce qu'on retrouve ces matériaux hybrides. Donc le plus souvent, ce sont des matériaux faits par la main de l'homme. On les retrouve un peu dans la nature avec les matériaux naturels, mais ce sont essentiellement des matériaux synthétiques et on va les utiliser notamment dans le sport, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le bâtiment. Là, vous avez des exemples voilà, très descriptifs d'utilisation de composites dans des applications de tous les jours. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, je vais prendre la main 2 petites minutes pour vous montrer un exemple de fiche matériaux composites que l'on peut retrouver dans les outils Selector ou Edupac. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser Selector, mais toutefois, vu que c'est la même interface et
et la même base de données principale, à savoir Material Universe, on va avoir essentiellement les mêmes données. Dans Selector, vous allez avoir beaucoup plus de données avec des bases de données additionnelles, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer aujourd'hui Selector. Donc Julien, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien Selector? Oui, oui, oui. Parfait. Donc dans cette interface graphique de Selector, vous avez en haut une barre des tâches qui vous permet de vous balader sur plusieurs icônes. Donc le premier, c'est le bouton qui vous permet de vous localiser dans l'arborescence des familles de matériaux, donc dans la base de données qu'on appelle Material Universe. Et vous allez voir, vous avez céramique, fibre, hybride, liquide et gaz, matériaux magnétiques, etc. Dans la famille des hybrides, on peut aller directement regarder, par exemple, dans les composites. Vous avez les composites à base céramique, métallique, les matériaux naturels, etc. Donc, on va ouvrir une fiche aléatoirement. Donc, ici, vous avez une fiche de matrice, une fiche de composite avec une matrice aluminium renforcée par des fibres. Donc, des fibres longitudinales ici, dans ce cas-là, avec des fibres d'alumine. Donc une fiche composite, une fiche matériaux de manière générale dans EduPack ou dans Selector se présente toujours de la même manière. Vous avez une description générale, vous allez avoir des informations sur la composition, sur le prix, les propriétés physiques, et ensuite propriétés mécaniques et thermiques, électriques, magnétiques, etc. Sans compter les questions de durabilité, de processabilité et des aspects environnementaux pour tout ce qui est éco-conception et des données géoéconomiques. Donc, on a quand même, sur une fiche générique de matériaux composites, énormément d'informations qui nous permettent déjà dans un premier temps, bien définir le matériau et puis ensuite de le comparer à d'autres dans le cadre d'un projet de sélection. On peut également faire une recherche. Donc, si par exemple, je recherche un composite avec des céramiques, on va prendre par exemple des carbures de silicium, je vais avoir plusieurs résultats donc dans différentes bases de données. Donc Coatings est une base de données en lien avec les revêtements. Jam, c'est une base de données qui permet d'avoir des informations graphiques. Material Universe, c'est celle qu'on vient de voir. Donc on va voir un petit peu. On a effectivement des composites SiC, fibres de SiC, selon différentes directions pour les différentes configurations structurelles. Et puis on a encore voilà, un handbook militaire ici avec d'autres informations sur les composites à matrice céramique. Dans le cas de Jam, par exemple, si j'ouvre une fiche au hasard, ici, vous allez avoir, par exemple, une famille de matériaux qui est le zirconium bore avec 15% de carbide de silicium en fraction volumique. Et puis, on va avoir des graphiques qui vont nous donner des informations sur la conductivité thermique en fonction de la température, capacité spécifique de chaleur, diffusivité thermique, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble de fiches très intéressantes. Et donc, si je rebascule je vais te repasser la main, Julien. Et donc, au niveau du PowerPoint, faire un petit bilan de ce qu'il y a dans les différentes bases de données. Merci Julien, en plein écran. Donc on voit par exemple ici, on a plus de 329 fiches, près de 329 fiches pour la famille des composites, 132 pour les mousses, 160 pour les nids d'abeilles, 476 pour les matériaux naturels et 13 pour les PCB laminés. Donc ça, c'est uniquement dans Material Universe et c'est sans compter toutes les bases additionnelles dans Selector. Il y en a qui sont spécifiques à Selector, comme Jam, qui n'existe pas dans EduPack, le produit d'enseignement. Mais voilà, donc ce sont des fiches matériaux très, très utiles pour investiguer le monde des matériaux hybrides et pouvoir les comparer entre eux. Slide suivant, s'il te plaît. Aujourd'hui, donc maintenant qu'on a posé le contexte et la définition d'un matériau hybride, on va se concentrer sur une famille de matériaux bien particuliers, à savoir les composites à matrice métallique qu'on appelle MMC. Donc ici, vous avez donc dans le schéma présenté au préalable sur les différentes familles de matériaux composites avec différentes bases matériaux, on voit en vert la famille des métaux, donc qui est la matrice, et des renforcements peuvent être souvent de type céramique ou verre. Dans l'architecture, on va retrouver souvent des matrices renforcées par des particules ou par des fibres. Et le but de cette association métal-céramique, c'est souvent d'avoir l'avantage de la matrice, à savoir métallique, qui est ductile et avec une forte ténacité, une grande ténacité. Et la céramique va venir apporter une résistance à l'usure, à une meilleure dureté, une meilleure résistance à la fatigue et à la température.
On a environ 114 fiches, par exemple, de ces matériaux composites à base métallique dans Material Universe. Donc ça, c'est la famille de matériaux sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui pour le cas d'étude. Tu peux encore avancer d'une slide. C'est le tour. Nous avons ici différents exemples dans la littérature de matrices métalliques composites, de composites matrices métalliques, pardon. Donc des NiSiC, des bases aluminium avec des fibres de carbone, des nanotubes de carbone, des phases max en renforcement, donc des phases complexes métalliques. On va avoir également des renforcements métal-métal, ça existe dans le cas où on a l'alliage cuivre-fer en bas au milieu, on a un alliage qui est renforcé avec du tungstène. Voilà. Et ça, c'est des exemples de la littérature. Donc, en fait, c'est pour prouver qu'il y a énormément de combinaisons possibles dans la littérature. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la base de données Material Universe. Il faut souvent passer par la modélisation ou par la caractérisation pour pouvoir estimer les propriétés mécaniques ou thermiques d'un tel composite. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui donc un cas d'étude bien précis, le nickel carbure de silicium, dans le cas d'une approche analytique et numérique, en lien avec les bases de données dans Selector. Slide suivant, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, le cas du NiSiC, comme je l'ai bien expliqué, donc c'est pour répondre à une problématique qui est bien particulière. Donc vous avez le cahier des charges. Donc tout ce que je vous présente aujourd'hui, ça doit être fait en amont dans un projet de sélection de matériaux. Et là, on a en quelque sorte déjà on apporte déjà la réponse. Ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire en ligne, mais disons qu'ici, l'objectif, c'est de répondre à une fonction bien précise, c'est de protéger un substrat acier contre la protection mécanique et tribologique, donc tout ce qui est agression de type rayures, etc. Donc là, pour le coup, on a besoin d'un matériau qui soit assez léger, qui n'alourdisse pas le substrat acier qui est déjà, lui, assez lourd, d'augmenter les performances mécaniques, que ce soit un matériau qui soit peu coûteux, qui soit pas critique ou toxique, et qui soit complaisant avec les techniques de déposition des revêtements, et tout en cherchant à maximiser la résistance à la fissuration et à la plasticité, et en misant le masse et le coût. Donc ça, c'est notre cahier des charges. Comme je l'ai dit, le revêtement, par exemple, électrodéposé. L'électrodéposition est un procédé totalement en adéquation avec ce type de procédé. On peut facilement déposer des couches de nickel en incorporant des particules de carbure de silicium. Et donc là, vous avez des images microstructurales obtenues par différentes microscopies, donc de l'EBSD, une coupe SEM de l'échantillon, où vous avez l'épaisseur du revêtement qui fait 200 microns. On a une dispersion d'à peu près, on a une fraction volumique des particules qui est environ de 20%. Et la question, c'est quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour caractériser mécaniquement ou thermiquement ou les autres propriétés et attributs de ce revêtement. Quelles sont les solutions à notre disposition et qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui est le plus envisageable pour répondre à ces questions. Donc pour cela, on va passer au slide suivant et faire un peu le point sur ce qui s'offre à nous. Donc habituellement, que ce soit dans un labo de recherche ou en industrie, quand on développe un revêtement tel quel, on a identifié que c'était un bon revêtement en termes de performance mécanique ou d'amélioration du substrat acier. On a envie de vraiment vérifier les propriétés mécaniques. Donc, on a le test mécanique en haut à gauche, comme le test de dureté, par exemple, un test de traction, etc. On peut aller regarder des infos dans la littérature pour corroborer des résultats obtenus. On peut passer par de la simulation analytique. En haut, le fameux graphique où on voit des lois de mélange. En haut à droite, on va passer par de la simulation numérique, qui est un peu plus complexe, mais qui va nous apporter énormément d'informations, en plus au niveau des interfaces, au niveau du comportement multiphysique, au niveau des comportements multi-échelles. Et puis, on va avoir aussi en bas la boîte qu'on voit, c'est une cellule de calcul qui est faite pour de l'atomistique, pour vérifier des choses plus à petite échelle. Et puis on va coupler numériquement différentes approches et avoir vraiment des approches multi-échelles pour voir comment ce matériau se comporte, grandeur nature, dans une application finale, dans un objet qu'on aura modélisé numériquement. Donc ça, c'est par exemple, pour les propriétés mécaniques, c'est vraiment toutes les solutions qui s'offrent à nous. Et donc, on a une première série de questions qui va vous être destinée, donc par le biais d'un sondage. Moi, je vous invite, avec Julien, on vous invite à venir répondre là dans les 3 minutes qui viennent, les questions qui vont suivre, à savoir
quelles sont vraiment, vos solutions que vous adoptez dans vos laboratoires ou dans vos entreprises respectives. Quelles sont les solutions que vous adoptez aussi en enseignement? Est-ce que vous privilégiez plutôt la caractérisation, l'analytique, le numérique? Est-ce que vous couplez les trois dans des projets? Voilà, donc je laisse Julien lancer la première question. Et puis, je vous rappelle que vous avez le chat qui vous permet effectivement de nous poser également des questions et de faire des remarques à tout moment. Et on reviendra au fur et à mesure sur ces points à la fin de la session d'aujourd'hui. Voilà, donc Julien a lancé la première question. Et puis, on va laisser à peu près 30 secondes par question pour pas que ce soit trop long. Et puis, Julien, je te laisserai lancer au fur et à mesure les autres questions. N'hésite pas à lancer les autres questions, Julien. On a déjà un bon nombre de réponses. C'est très intéressant de voir ce qui nous arrive en retour. Merci de votre participation également et de votre présence aujourd'hui. Je pense que c'est ton micro, Julien, qui est peut-être activé. Oui, il est activé, je le Désactive, merci. Pour éviter le retour de son. Je me permets de lancer la quatrième question pour, comme les gens sont assez réactifs, ainsi que la cinquième, comme ça vous aurez les 5 questions. Donc c'est très important pour nous aussi d'avoir ces retours. C'est vrai que ça nous permet aussi de bien comprendre les tenants et les aboutissants de vos recherches ou de vos enseignements. De manière générale, qu'est-ce que vous attendez des produits industriels qu'on développe au niveau logiciel de simulation. Et puis ça nous permet vraiment d'être en adéquation avec vos besoins. Donc c'est intéressant de voir qu'en tout cas, au niveau des expérimentateurs, modélisateurs, on est moitié-moitié. Donc voilà, c'est un premier retour qu'on peut vous faire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et de voir que dans la plupart du temps, vous connaissez nos produits. Donc voilà, c'est très important pour nous. Je pense, Julien, qu'on peut reprendre le fil de la présentation. Et à ce moment-là, on va passer sur les premiers résultats qu'on va vous montrer. Donc, dans le cas d'un tel problème de caractérisation de matrice métallique nickel, base nickel avec du SiC, qu'est-ce qu'on obtient dans le cas où on obtient des résultats d'un point de vue caractérisation? Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc, typiquement, sur ce genre de revêtement, le plus simple, c'est encore de faire de l'indentation ou des essais de rayage ou des essais mécaniques de surface. Comme je l'ai dit, c'est des revêtements qui sont assez, même si c'est pas fin, ça fait 200 microns d'épaisseur, ça reste des choses quand même assez fines. On a du mal à faire des essais de traction dessus. Donc, pour les essais d'indentation et de rayage, on va remonter à des informations locales, de dureté, de module Young. Il faut faire de l'analyse statistique, de la corrélation d'images, vérifier ce qu'on mesure, que si on fait un essai d'indentation sur la matrice métallique ou sur une particule de céramique. Donc ça, c'est quand même c'est un travail assez ambitieux, assez difficile, compliqué. On va coupler ça avec, je l'ai dit, avec de la microscopie. Et surtout, on va devoir faire abstraction de la connaissance de certaines propriétés, puisque c'est pas évident de les obtenir par des tests mécaniques ainsi. Et alors à ce moment-là, si on se tourne vers la littérature, on va trouver des choses dans la littérature, mais ça sera jamais exactement le même revêtement, ce sera jamais les mêmes conditions. Et donc là, je me tourne vers notre base de données dans Selector. Les bases de données, c'est compliqué, et on a une liste non exhaustive de matrices métalliques, mais on n'a rien sur la base nickel. Donc après, c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter là et se dire, bon ben, il
faut pas regarder d'autres solutions. Et pour ça, on a la modélisation. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, bon, juste pour un petit rappel, 247 GPa de module Young et dureté 5 GPa, ça, c'est les valeurs qu'on obtient expérimentalement. Et l'idée, c'est maintenant voir si on peut corroborer déjà ces résultats analytiquement assez facilement et si on peut aller plus loin dans la modélisation. Alors là, on va regarder analytiquement. Donc, analytiquement, c'est cette image de loi de mélange qui est donnée dans ce slide. Tu peux encore avancer d'un slide, Julien. Et l'idée, c'est de vous parler du synthesizer. Donc, le synthesizer, c'est un outil qui est présent dans Selector ou EduPack, donc soit à la fois dans l'outil dans le logiciel d'enseignement et dans le logiciel de recherche pour les industriels, pour tout ce qui est base de données, matériaux et estimation des propriétés. Donc, le synthesizer, c'est un outil analytique dans lequel on a injecté des lois de mélange assez simples qui permettent d'encadrer les propriétés matériaux d'un composite ou d'un matériau architecturé. Donc, j'aime bien donner cette citation de Shercliffe et Ashby qui montre bien que, en gros, l'objectif, c'est pas d'estimer précisément la propriété avec une loi de mélange ou avec un modèle analytique, mais tout simplement de l'encadrer. C'est souvent le plus simple et le plus facile. Donc ici, vous avez deux modèles assez couramment utilisés, la loi de Voigt et la loi de Reuss, le modèle de Reuss, qui encadrent la plupart du temps l'estimation des propriétés dans un matériau. Vous avez ça illustré de manière graphique avec Voigt qui est souvent la valeur haute et Reuss la valeur basse. Toutefois, il y a une infinité de modèles qui peuvent être compris entre ces deux bornes ou même qui peuvent être en dehors de ces bornes, qui peuvent prendre en compte des aspects géométriques, puisque dans ces modèles-là, Voigt et Reuss, vous avez que la fraction volumique des particules et la propriété de la matrice et la propriété du renforcement qui intervient. Vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas la géométrie des particules, la dispersion, l'anisotropie, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte. Donc, il existe d'autres modèles que vous pouvez établir dans vos recherches. Et pour ça, vous pouvez avoir besoin d'intégrer vos propres modèles dans le synthesizer. Et pour ça, c'est assez facile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le slide suivant, s'il te plaît, Julien. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? La plupart du temps, il vous faut donc les données de fraction volumique, comme je l'ai dit, vérifier qu'on n'a pas de dispersion au niveau de la taille des particules, vérifier qu'on a des propriétés, qu'on connaît bien les propriétés de la matrice et du renforcement. Et quand on a les inputs, en gros les données de départ, on peut passer sur tout simplement un modèle. Donc, on va prendre là, j'ai pris un modèle assez simple qui est en fait un mix de Voigt et Reuss, qui on appelle le modèle Voigt-Reuss-Hill, VRH, qui permet, lui, de vraiment essayer d'estimer au mieux la propriété. Et donc, pour cela, donc, je l'ai écrit dans un code qui se fait en C#. Et à la fin, quand on a compilé le code, donc tout ça, c'est expliqué dans un document associé à Selector. C'est assez simple à prendre en main. On a déjà des exemples de base dans le répertoire Selector. Donc, c'est assez facile à prendre en main. Et en quelques minutes, on va dire, on est capable de générer son propre plugin avec sa propre loi de mélange, intégré directement dans le synthesizer, dans Selector. Et donc, le comparer à l'ensemble des bases de données existantes. Et donc, vérifier que les propriétés qu'on a estimé via cette nouvelle loi de mélange est bien en adéquation avec les résultats obtenus expérimentalement. Donc pour ça, je vais vous faire une petite démo rapidement. Donc, je vais partager mon écran. Je vais rebasculer sur Selector. Donc, Julien, tu me confirmes que vous voyez bien Selector? Merci. Donc ici, de manière générale, vous voyez dans la barre des tâches différents outils. Et là, aujourd'hui, c'est le synthesizer dont je parle. Alors, j'ai vu une question rapidement dans le chat sur l'accès à synthesizer. Effectivement, l'accès n'est souvent disponible selon l'édition avec laquelle on travaille. De manière générale, dans Selector, les nouvelles versions de Selector contiennent les nouvelles versions de Selector de base contiennent tout le temps ce synthesizer. Pour ce qui est de la partie enseignement, l'outil synthesizer peut être désactivé si c'est la version de base qui est utilisée, à savoir la version introductory. Ensuite, donc ici, vous avez différents plugins, donc différents modèles, que ce soit pour des matériaux architecturés, des composites à particules ou à fibres. On aurait pu utiliser ces modèles-là, mais je vais utiliser typiquement ici le modèle de matrice particules que j'ai créé au préalable avant ce séminaire en ligne. Donc ici, vous avez une petite image qui illustre le matériau que l'on cherche à modéliser. Donc ici, le cas d'étude, c'est NISIC.
Je lui donne un nom, je choisis la loi de mélange, donc j'ai remis les lois Voigt et Reuss, mais on va rester sur Voigt-Reuss-Hill, puisque c'est celle-là qui nous intéresse. On va chercher ici le métal qui nous intéresse, donc du nickel. Il est tout à fait possible donc, de partir d'une base, d'une fiche matériaux déjà existante. Donc ici, on est en non ferreux, nickel. On va partir sur du commercialement pur. Donc recuit, effectivement. Et puis, on va partir ensuite sur un renforcement en céramique type SIC, donc pareil, de la même manière, commercialement pur. Et puis, on va faire évoluer la fraction volumique entre 15 et 25% avec 3 valeurs. Donc, on aura à peu près 15, 20 et 25%, donc 3 fiches matériaux qui seront estimées avec ce modèle sur base des données rentrées pour le nickel commercialement pur et le carbure-silicium, pareillement, pur commercialement. Je vais cliquer sur Créer. Et là, il me dit que c'est complet, donc c'est fini, c'est terminé. La calcul a été fait, l'analyse a été réalisée, terminée. Et là, je vois que j'ai une nouvelle famille qui s'appelle My Records, mes fiches, qui sont synthétisées, donc passées par le synthesizer. Et par le biais de cette loi de mélange, j'ai donc effectivement des fiches 15, 20 et 25%, où on a des propriétés qui ont été estimées. Donc j'avais fait dans le plugin, j'ai fait l'effort de le faire pour à la fois les propriétés mécaniques, mais aussi thermiques et électriques. Et vous pouvez voir directement ici qu'on a une donnée pour le module Young et la dureté Vickers. Si des fois l'estimation qui est ici faite n'est pas en adéquation avec ce qu'on a trouvé expérimentalement, c'est peut-être tout simplement parce qu'on est parti d'une fiche existante de nickel commercialement pur, mais que le nickel que vous avez utilisé en laboratoire n'est pas exactement la même. Donc rien ne vous empêche de créer vos propres fiches à partir des résultats obtenus en laboratoire. Et donc le nickel, il est commercialement pur. Je vais partir de là et de faire un duplicate record, donc de dupliquer la fiche, et ici dire tout simplement, je n'ai pas trouvé cette valeur de module Young pour mon matériau. J'étais plutôt autour de 170, 210 GPa. Je lui donne un nom, à savoir nickel labo. Et à ce moment-là, ça va être une fiche qui va apparaître également dans mes fiches, et je vais pouvoir m'en servir dans l'outil synthesizer. Donc si je relance l'analyse, typiquement ici, au lieu de prendre la version commerciale, je vais prendre peut-être le nickel labo, créer, et ça va. Alors là, il me demande si je veux remplacer, je lui dis oui, pour les 3 fiches créées. Et là, je vais avoir un ajustement des valeurs en bas sur la base du nickel que j'ai rajouté dans la base de données. Voilà un petit peu l'idée de ce synthesizer. Et puis ensuite, vous pouvez très bien faire un graphe, tout simplement un graphe. Donc, je vais prendre la base de données Material Universe, qui est la base de données de base de Selector. Je fais un graphe assez simple d'HB qui va être module Young, alors dureté dans ce cas-là, module Young en Y et Vickers Harness en X, donc c'est plutôt à Harness que je dois aller, ici, voilà, OK. Et puis je vais créer tout un ensemble donc je vais avoir toutes ces fiches matériaux qui vont correspondre à différentes familles, les mousses, les élastomères, etc., céramiques non techniques. Alors ici, comme c'est un petit peu difficile à voir, parce que j'ai tout conservé, je peux à tout moment voir aussi également les outils que j'ai synthétisés. Donc ici, si je veux les highlighter, je vois que par exemple, j'ai mon nickel labo qui est ici, et puis je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux. Voilà, et puis je vais avoir mes fiches synthétisées qui sont les petits points orange ici qu'on ne voit pas forcément. Et donc le graphe, je l'ai déjà fait en amont de cette présentation, et je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu le rendu. Donc je repasse la main à Julien, et on va voir le rendu dans un graphe final où je compare le nickel labo, le nickel que j'avais en laboratoire, le carbure silicium en laboratoire, avec les estimations via le synthesizer et les valeurs obtenues aussi expérimentalement pour ce composite. La dureté, je vois aussi une question, c'est la dureté Vickers. Alors, quand elle est en GPa, c'est que c'est une dureté obtenue par nano-indentation. Donc, c'est juste une conversion en GPa Vickers. Il y a une formule géométrique qui permet de convertir l'une à l'autre. C'est assez simple. On a une formule géométrique pour passer de HV en GPa. Donc ici, voilà un graphe final où on voit les différents modèles, Reuss, Voigt-Reuss-Hill, qui fit assez bien à la grosse bulle bleue du milieu qui correspond au revêtement expérimental caractérisé par indentation. Et on voit les tendances pour les différentes fractions volumiques.
Donc c'est assez intéressant de voir que déjà, d'un point de vue modélisation analytique, on arrive à reproduire ce qu'on a obtenu expérimentalement, et puis voir qu'on peut aussi estimer d'autres propriétés, comme j'ai dit, des propriétés thermiques, électriques, et ainsi de suite, vraiment pour apporter un petit peu d'eau au moulin et vraiment mieux caractériser de manière générale le composite NISIC. Donc pour la partie sélector, moi je vais m'arrêter ici. Je vais maintenant passer la main à Julien. Si tu passes au slide. Ah non, excusez-moi, j'ai un dernier slide, excusez-moi, pour vous expliquer que donc, la partie modélisation multi-échelle. Donc j'avais oublié ce point-là qui est très très intéressant. C'est que l'intérêt surtout, c'est que une fois que vous avez synthétisé votre revêtement NISIC, vous pouvez réinjecter les données obtenues dans un autre modèle, par exemple un modèle de matériaux architecturés sous forme d'empilement ou de multicouches. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre le substrat acier, le revêtement au-dessus en NISIC, et puis revenir retracer ça dans un diagramme d'HB. Donc je l'ai refait ici en bas à droite dans le slide. Et on voit que par exemple, dans le cas d'un acier DC01, qui est l'acier de référence, quand on le voit en rouge dans le graphe, il est assez bas au niveau de l'indice de performance, qui est ici une résistance à la plasticité. Et on arrive à augmenter les performances de ce substrat acier avec l'ajout d'un revêtement NISIC. On voit la bulle orange qui vient faire remonter cette performance mécanique à prix égal. Donc on a quelque part montré vraiment l'intérêt de cette utilisation de revêtement NISIC dans le cas d'un substrat acier à protéger, mais contre des agressions mécaniques. Donc c'est vraiment l'intérêt alors là, l'aspect multi-échelle, il est un peu léger, mais ça permet de montrer... alors je pense que tu as... Voilà. Merci Julien. Donc quelque part, ça montre l'intérêt de cet outil synthesizer et surtout d'injecter des modèles analytiques les uns dans les autres et des données obtenues analytiquement dans d'autres modèles et pour quelque part avoir cet aspect multi-échelle. Alors on ne parle pas de micro-scale et mésoscale, mais quelque part, voilà, ça permet déjà de commencer à faire quelque chose analytiquement. On va voir maintenant l'aspect numérique. Donc, slide suivant. C'est là où je passe la main à Julien. Et donc là, on va se focaliser maintenant sur Material Designer, un outil d'Ansys. Et on va comparer un petit peu les résultats maintenant que l'on peut obtenir avec cet outil. C'est tout pour moi. J'ai le slide, excusez-moi. Alors voilà, donc je vais aborder un peu la partie analyse numérique par les éléments finis. Alors l'idée en fait quand on modélise des composites par éléments finis, c'est justement de ne pas reproduire la microstructure, essayer en fait d'évaluer des propriétés matériaux équivalentes, mais par les éléments finis. Donc l'intérêt derrière, c'est d'avoir des modèles qui sont quand même un peu moins lourds en termes d'éléments et de nœuds. Donc, un outil en fait est proposé dans ANSYS Workbench qui s'appelle Material Designer. Donc, l'idée de base, c'est vous avez une structure composite comprenant donc une microstructure. L'idée, c'est de reproduire en fait une cellule microstructurelle et de faire des essais mécaniques sur cette cellule microstructurelle pour reproduire la matrice de Raeder. Donc, la loi utilisée, hein, c'est la loi bien connue de Hooke. Vous avez une matrice de Raeder et l'idée, c'est de reproduire en fait chaque système de la matrice et par la combinaison en fait de 6 calculs mécaniques, donc 3 tractions, 3 cisaillements dans 3 directions, vous pouvez en fait retrouver les inconnus qui sont les modules de l'ingénieur. Donc les modules Young, les coefficients de Poisson et les modules de cisaillement. Alors l'intérêt de Material Designer, c'est que vous pouvez tout à fait faire une première sélection dans grande taille du pack. Vous sélectionnez vos matériaux via le diagramme d'HB. Vous les exportez. Vous faites le transfert en fait des propriétés matériaux sous l'interface matériaux proposée dans ANSYS Workbench et vous les intégrez dans votre microstructure de Material Designer. Et ensuite, ça va vous donner ce qu'on appelle un matériau homogène équivalent que vous allez ensuite introduire dans un modèle un peu plus complexe dans lequel vous n'aurez pas représenté vos composites de manière explicite. Vous aurez en fait un matériau équivalent pour votre structure composite. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc, je vais passer sous Workbench. Hop.
Voilà. Alors, je vais utiliser en fait un module qui se trouve dans les systèmes de composants. Donc, le module Material Designer, je le fais glisser dans la page de projet. Donc là, j'ai une cellule pour les données matériaux et une cellule pour l'interface de Material Designer. Donc, je vais aller sélectionner mes matériaux dans un premier temps. Je vais importer mes matériaux issus de la base de données Material Universe de Granta. Hop. Donc, le nickel. Alors, les propriétés matériaux importées de grande taille du pack sont des propriétés physiques, c'est-à-dire qu'on a à la fois des propriétés mécaniques, des propriétés thermiques et des propriétés électromagnétiques. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les propriétés mécaniques et thermiques. Dans un deuxième temps, je vais importer mon matériau de silicium. Voilà. Je peux retourner dans l'interface de projet. Donc, je fais une actualisation pour prendre en compte les nouveaux matériaux dans l'interface de Material Designer. Voilà. Je vais pouvoir éditer un nouveau matériau sous Material Designer. Alors, au niveau de l'interface de Material Designer, donc si vous connaissez un petit peu les outils ANSYS, en fait, ça utilise le moteur de SpaceClaim. Donc, vous devez normalement avoir une interface qui ressemble énormément à SpaceClaim parce que derrière, vous pouvez tout à fait travailler sous SpaceClaim avec votre cellule microstructurelle. Alors là, je vais faire je vais créer une cellule de particules aléatoires. Là, vous voyez que vous avez différents types de cellules proposées, donc différents types de cellules composites, donc notamment, vous pouvez utiliser les composites à fibres, les composites tissés, les composites à particules ou alvéolés. Donc là, moi, je vais choisir particules aléatoires. Donc, hop. Alors, au niveau des matériaux, je vais choisir ma matrice et mes particules. Alors, au niveau de ma matrice, je vais choisir du nickel. Et au niveau des particules, le silicium, le carbure de silicium, pardon. Hop. Je vais générer la géométrie de ma cellule. Alors, j'ai différentes options à paramétrer avant, notamment l'amorçage. Alors, l'amorçage permet en fait d'organiser une distribution dans ma cellule qui est aléatoire. Et à côté, j'ai le numéro de ma distribution. Ce qui fait que, normalement, si je rouvre Material Designer, je peux régénérer une distribution donnée en ayant son numéro. Donc, je vais choisir celui-ci au hasard. Ma fraction de volume de particules, je vais choisir 20%. La répartition des diamètres, je vais choisir des particules ayant un diamètre constant à 1,5 micron. Je considère que mes particules sont pleines, donc pas de particules évidées. Et le rapport de taille entre le diamètre de mes particules et le diamètre de ma cellule, je vais considérer que c'est 3. Donc, je génère la géométrie. Voilà. Alors, en regardant un petit peu la cellule, vous vous apercevez que vous avez des conditions de symétrie cyclique d'une face à l'autre. C'est-à-dire que si je superpose cette face avec celle-ci, en fait, les particules coïncident bien. Donc, j'ai vraiment une distribution cyclique dans l'espace. Alors, comme ça reste des éléments finis, je vais générer un maillage sur ma cellule. Donc, je choisis maillage aléatoire. Je ne vais pas
forcément travailler sur les tailles de mailles. Voilà. Donc là, j'ai ma cellule maillée. Je vais ensuite travailler sur les paramètres. Alors, les données de sortie que je souhaite, sur lesquelles je souhaite travailler, ça va être l'élasticité linéaire, donc les 9 modules de l'ingénieur, les coefficients de dilatation thermique et la conductivité thermique. Je vais considérer que je suis à une température de 22 degrés et que la température de référence pour mon coefficient de dilatation thermique est de 22. Hop. Donc, à partir de là, je vais pouvoir lancer mon calcul d'homogénéisation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, en fait. Je cherche à récupérer un matériau homogène équivalent de ma cellule. Alors, au niveau des choix, je peux soit travailler sur un matériau constant, soit travailler sur un matériau variable. Donc, le matériau variable, c'est si je veux avoir, par exemple, un module Young enfin, des modules de l'ingénieur qui varient en fonction de la température, ou avoir des propriétés qui vont varier en fonction du diamètre de mes particules. Bon, ici, pour cette présentation, je vais choisir un matériau constant, donc je travaille uniquement sur cette cellule-là. Et voilà, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à lancer le calcul. Donc, je peux le lancer. Alors, le calcul dure à peu près 10 minutes. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, une fois le calcul terminé, je vais obtenir en fait un tableau. Hop. Voilà. Qui s'affiche voilà, un petit temps, un petit délai. Donc voilà, j'obtiens un tableau avec mes 9 modules de l'ingénieur. Donc, j'ai choisi en termes de paramètres des propriétés orthotropes. Donc, je vais avoir des raideurs suivant les 3 directions. J'aurais pu également choisir de récupérer des résultats anisotropes. Dans ce cas-là, le logiciel m'aurait donné la matrice de raideur exacte de ma cellule. Donc, j'ai mes 3 modules Young, mes 3 modules de cisaillement et mes 3 coefficients de Poisson. J'ai la masse volumique de ma structure, le coefficient de dilatation, donc dans les 3 directions, et la conductivité thermique. Alors, je vais revenir sur le cours. Donc, pardon, revenir sur le slide. Donc, une fois que c'est fait, on obtient un matériau, voilà, ça s'affiche. On obtient un matériau homogène équivalent à ma cellule que je vais pouvoir réutiliser pour un modèle plus macroscopique. Donc, au niveau des résultats, donc, suivant des différentes lois de mélange, enfin, des différentes options qu'on peut utiliser, on obtient quand même des valeurs, que ce soit via le synthesizer de grande taille du pack, soit par Material Designer, on a des résultats qui sont assez proches des expériences, des résultats d'expérience. Mentalement. Et ça, c'est aussi le bon point, et montrer que ça coïncide analytiquement et numériquement. Donc, c'est vraiment aussi l'avantage de coupler les différentes méthodes. Voilà. On peut tout à fait en fait faire plusieurs tests. Comme ça, au moins, on a une certitude au niveau du résultat d'avoir quand même quelque chose qui se tient bien. Alors, au niveau de la géométrie proposée dans Material Designer, étant donné qu'on est dans l'interface de SpaceClaim, dans le moteur de SpaceClaim, la géométrie elle-même, on peut tout à fait l'exporter. Donc, ça sera soit un maillage, soit la géométrie, au format de SpaceClaim, et après de pouvoir l'étudier directement dans Mechanical pour faire un essai mécanique vraiment sur
la cellule elle-même. Donc ici, par exemple, on peut faire un test d'indentation sur cette cellule, enfin, peu importe le test, hein. Donc voilà, bon, ça donne on peut tout à fait réutiliser la cellule et le maillage issu de Material Designer dans Mechanical pour pouvoir faire un test dessus. Bon, c'est pas le but forcément essentiel, hein, de Material Designer. Le but, c'est quand même de récupérer des propriétés équivalentes. Mais voilà, bon, c'est une des possibilités. Et également, l'intérêt du module, c'est de pouvoir coupler. Donc, on va pouvoir coupler à la fois avec grande taille du pack. Donc, on va vraiment pouvoir transférer des données et faire des recherches, des sélections avec grande taille du pack. Et ensuite, pouvoir tester les matériaux issus de grande taille dans Mechanical. Donc, ici, par exemple, si on souhaite faire des matériaux composites assez complexes, on peut tout à fait travailler sur une cellule microscopique. Donc ici, une cellule avec des fibres, l'intégrer en données d'entrée dans un nouveau module de Material Designer pour ensuite étudier des matériaux tissés, mais avec déjà avec une structure en fibre et matrice. Et ensuite, l'intégrer dans une structure macroscopique. Donc, par exemple, et travailler sur des stratifiés ou des laminés. Donc, on peut tout à fait combiner plusieurs méthodes et plusieurs ensembles de tests Material Designer pour obtenir vraiment des propriétés correctes pour un modèle élément fini. Alors, au niveau des composites, hein, sous ANSYS, il y a d'autres outils, hein. Vous avez également le composite pré-post, donc l'ACP, dont le but, c'est de travailler sur des matériaux stratifiés. Donc, tout ce qui est matériaux nappés ou stratifiés avec des fibres. L'idée, c'est de mettre en place tout ce qui est distribution et orientation des fibres. Et ensuite, le composite pré-post permet également de faire du post-traitement plus spécifique sur ces pièces. Donc, tout ce qui va être analyse de défaillance ou analyse de délamination, par exemple. On peut tout à fait travailler dessus avec le composite pré-post. Donc, composite pré-post, normalement, est couplé avec Mechanical pour faire des tests éléments finis. Alors, un autre module qui est en fait l'additive manufacturing, donc fabrication additive, qui utilise un peu le thème des composites, puisque l'idée en fait de ce module, c'est de mettre en place la structure avant la fabrication. Donc vous savez que on peut tout à fait coupler une imprimante 3D avec Workbench pour mettre en place justement la mise en place de la pièce et la structure, le support qui va être pris en compte par l'imprimante 3D pour pouvoir faire l'impression de la pièce. Donc là aussi, on a des éléments composites. Donc tout ce qui est réseau de structure, c'est pris en compte dans cet outil. Donc l'idée en fait de ce webinar, c'est vraiment montrer qu'on peut on peut travailler, enfin on peut coupler tout à fait l'approche de grande taille du pack, donc tout ce qui est recherche de matériaux, sélection du matériau. On fait d'abord une présélection du matériau avec le diagramme d'HB pour avoir les propriétés que l'on souhaite. On récupère ces propriétés qu'on va ensuite, alors on peut aussi utiliser le synthesizer hein, pour avoir une idée sur les propriétés équivalentes, donc via les lois des mélanges. Et ensuite, on va intégrer ces propriétés dans Material Designer pour pouvoir obtenir en fait des propriétés macroscopiques d'une structure. Donc l'idée finale, c'est quand même de créer un modèle élément fini avec une discrétisation d'éléments assez correcte. Parce que si on doit représenter la microstructure, normalement
l'informatique actuelle ne permet pas d'avoir des modèles monstrueux en termes d'éléments et de nœuds. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier au mieux le modèle. Alors voilà, donc on vient de voir différentes approches pour modéliser les matériaux composites, les matériaux hybrides. Donc on a vu qu'on peut paramétrer des modélisations analytiques puis numériques qu'on peut aussi coupler. Donc on a vu que l'approche sous grande taille du pack et puis ensuite Material Designer sont assez complémentaires puisqu'on va d'abord faire une sélection des matériaux qu'on va pouvoir ensuite étudier en éléments finis. Donc le but est vraiment de gagner du temps et de simplifier au mieux la modélisation. Donc une fois qu'on a nos propriétés matériaux, on va pouvoir ensuite les intégrer dans, ça va être Mechanical. On peut également les réutiliser sous Composite Prépost, par exemple. Et le but, c'est quand même de travailler à différentes échelles, hein. Donc, on va avoir l'aspect multi-échelle dans notre modélisation. Donc, on part de matériaux un peu des microstructures et on arrive vers des modèles plus complexes, hein, des macrostructures. Donc, c'est un petit peu le but ici, hein. L'idée, c'est quand vous voyez la structure alvéolée, le but, c'est pas de modéliser la structure alvéolée, c'est d'avoir un équivalent qu'on va pouvoir modéliser de manière plus simplifiée dans Mechanical. Oui, je vous remercie pour votre attention. On est pile poil dans les temps avec 10 minutes de retard, je suis désolé. On va vous mettre encore quelques questions et puis on va revenir sur les questions que vous avez posées dans le chat puisqu'on en a plusieurs. Donc si vous avez encore un peu de temps pour ceux qui sont restés avec nous, voici l'autre partie du sondage qui est plus en lien avec la présentation et de ce que vous venez de voir. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Et puis je vais commencer à répondre aux questions avec Julien. Donc merci de votre participation. Merci à Julien pour sa présentation sur Material Designer. Donc on a eu une question de Olivier sur les aspects d'interface. Donc il est vrai que là-dessus on n'en a pas trop parlé, mais c'est surtout donc d'un point de vue analytique, c'est pas forcément des choses qu'on va regarder parce que c'est très compliqué à modéliser, hein. Après on peut très bien trouver des modèles en littérature qui vont permettre de prendre en compte cette interface et on peut les injecter dans le synthesizer sans problème. Il faut juste trouver les bons modèles. Là, dans les cas que je vous ai présentés, c'est pas fait. Par contre, d'un point de vue numérique, je me permets de répondre également, Julien, mais c'est vrai qu'on peut très bien commencer à mettre des lois de comportement à ces interfaces et commencer à regarder ce qui se passe justement d'un point de vue numérique, s'il y a de la délinéation, s'il y a des effets de décohésion, ça c'est tout à fait des choses qu'on peut regarder numériquement. Après, toujours pareil, d'un point de vue expérimental, c'est pas des choses évidentes à caractériser, d'où l'intérêt de bien coupler toutes les solutions. Donc voilà, c'est pour la question sur les interfaces. J'espère avoir répondu à la question. On avait une question sur sur la partie des géométries. Donc c'est pour toi, Julien. Oui. Au niveau des particules, est-ce qu'on est obligé de faire des géométries sphériques ou on a d'autres possibilités, donc des différents types de renforcement particuliers, de différentes géométries? Alors en fait, je vais peut-être repartager mon écran. Hop. En fait, on a différentes possibilités parce qu'on a ce qu'on appelle là, vous voyez mon écran. Hop, je vais le remettre en. En fait, on a la possibilité de mettre en place un modèle user-define. Donc, l'idée, c'est que vous faites vous-même votre microstructure et vous l'intégrez dans Material Designer. Ça, ce sont on va dire, des structures paramétrées. Mais vous pouvez tout à fait intégrer des structures à part. Donc, par exemple, si vous travaillez en microélectronique, si vous travaillez sur des connexions électroniques comme les BGA, donc les billes, vous pouvez tout à fait mettre en place ce type de modèle. Donc, l'homogénéisation peut être utilisée aussi dans ce cas-là.
D'accord, merci, c'est super, Julien. J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'on peut implémenter le calcul d'autres attributs, d'autres propriétés que celles que tu nous as données, à savoir mécanique, thermique? Est-ce qu'on peut imaginer faire le calcul de propriétés électriques, par exemple, comme dans le synthesizer? À l'heure actuelle, en fait, dans Material Designer, c'est l'homogénéisation, c'est uniquement sur les propriétés que vous avez vues. Donc, mécanique, thermique, je crois qu'il y avait le coefficient de dilatation, les propriétés mécaniques linéaires, donc bien la partie linéaire, et le coefficient de conductivité. Mais je vois bien l'électromagnétisme, on peut tout à fait faire de la combinaison, enfin l'homogénéisation, mais pas sous Material Designer, ou en tout cas pas encore. D'accord. Donc, il y avait d'autres questions par rapport à si le logiciel était disponible sur Linux ou l'accessibilité de ce synthesizer. Donc ça, je me suis permis de répondre dans le chat directement. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, donc c'était surtout en lien avec les aspects d'interface et sur la géométrie particule. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Maintenant, vous avez, est-ce que tu peux mettre peut-être le dernier, est-ce que dans le dernier slide, il y avait nos emails, non, par hasard? Donc, en tout cas, vous pouvez nous contacter par email. Moi, en ce qui me concerne à Anzis ou Julien à DDL, donc on sera là pour répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez en savoir plus, non, il n'y a pas nos emails, bon, c'est pas grave, mais vous pouvez nous contacter sur différents, par email ou par LinkedIn ou autre, si vous avez eu l'information par différents médias. En tout cas, on est à votre disposition pour discuter ultérieurement de ces outils et du pack Selector ou Ansys Material Designer Workbench Mechanical. On espère que ça vous a plu. Donc, dans l'ensemble, ce second sondage est assez positif. Donc, ça nous fait plaisir également. Donc, on en refera d'autres et en français également. Donc, au plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les mois qui vont venir. Et encore désolé pour ce retard au démarrage lié à des problèmes techniques Internet. Et puis on va vous laisser sur cette conclusion et vous remercier. Et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous très prochainement par la suite. Merci. Voilà. Merci à vous. On va fermer cette séance. C'est gentil, merci.